Bonjour à toutes et à tous. Un grand merci d'être venus d'aussi bon matin un samedi matin, donc pour une conférence qu'on a voulu intituler Leur écologie, lobby et fric, parce que à la France insoumise, donc on porte cette idée de planification écologique, de nécessité d'avoir un État qui puisse organiser cette transformation de rupture radicale de société dont nous avons besoin pour faire face à l'urgence écologique. Et dans l'urgence écologique, il y a parfois un aspect qu'on évoque moins, mais qui est la manière dont l'État, par les lobbies notamment, sert les lobbies et les gouvernants actuels sont en train de détruire l'État et de détruire les possibilités de mener à bien cette transition écologique dont nous avons absolument besoin. Donc pour discuter de ça, je suis accompagnée donc de Pierre-Yves Cadalin, qui est chargé notamment de la planification écologique à la France insoumise et qui est un ami très cher, donc qui va nous placer un peu de manière un cadre à cette discussion. Ensuite, j'ai Patrick Saint-Léger, qui est secrétaire général SNE-FSU au ministère de la Transition écologique et qui donc va nous parler de ce qui se passe au ministère de la Transition écologique en ce moment. Et enfin, je pense que c'est très intéressant à savoir aussi parce que dans le ministère et dans les agences en général, et on va arriver au CEREMA, vous avez une perte d'effectifs qui est juste vertigineuse quand on la regarde, et donc une perte d'expertise publique aussi, dont nous avons absolument besoin pour mener à bien cette transition écologique. Et donc Alexis Vernier, donc qui travaille au CEREMA, qui va vous expliquer, donc c'est une agence du ministère qui va vous expliquer ce que fait le CEREMA et qui lui aussi va vous démontrer comment cette perte d'expertise publique ne nous permet pas de faire la transition écologique, en tout cas actuellement, et donc il faudra ce sur quoi il faudra travailler pour pouvoir mettre en place une politique écologiste adaptée aux enjeux de notre époque. Alors je vais juste pour placer un peu le débat, si on avant que Pierre-Yves ne le fasse, si on regarde quand même qui est aujourd'hui à la tête du ministère de la Transition écologique, on comprend pourquoi est-ce qu'on a appelé ça lobby et fric. Vous avez Elisabeth Borne, qui est du coup la nouvelle ministre de la Transition écologique, qui est la ministre du tout routier, qui est celle qui, notamment à la SNCF, a été la fossoyeuse du train, à tel point que quand même, pour vous donner une idée, en 1947, on était à peu près à 90% des marchandises qui étaient transportées par rail. Aujourd'hui, on en est à 87% qui sont transportées par camion, avec 67 000 personnes qui meurent prématurément du fait de la pollution de l'air aujourd'hui en France. Donc c'est une empoisonneuse publique numéro 1. Ensuite, vous avez deux secrétaires d'État. Vous avez la première qui s'appelle Brune Poirson. Alors elle, je l'aime particulièrement parce que Brune Poirson raconte à qui veut l'entendre qu'elle a démocratisé l'accès à l'eau en Inde. Alors en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle travaillait pour Veolia et qu'elle a privatisé l'eau en Inde. Donc ça vous donne une idée d'à quel point ils défendent l'intérêt général à ce moment-là. Et puis la deuxième, c'est Emmanuelle Wargon, qui est arrivée un peu plus tard dans le gouvernement, qui elle aussi est secrétaire d'État et qui elle a eu la chance de travailler pour Danone et qui est notamment quelqu'un qui a défendu et surdéfendu et redéfendu l'huile de palme, qui est responsable de la déforestation massive aujourd'hui dans le monde. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais Emmanuel Macron s'exprimera aujourd'hui à 13h, probablement parce que hier, il y a eu un communiqué de la présidence sur à quel point Emmanuel Macron veut défendre l'Amazonie. Vous avez vu qu'il est en train d'essayer de faire un rapport de force pour dire que la France se retirerait du Mercosur. Je vous rappelle juste donc cet accord de libre-échange avec notamment le Brésil du président d'extrême droite Bolsonaro, qui est responsable en grande partie de l'action irréversible qui se passe actuellement en Amazonie avec ses feux. Et donc probablement il annoncera des grandes choses, comme il l'a annoncé en fait, et c'est important de s'en rappeler, comme il l'a annoncé au moment du CETA, où il avait dit oui, on mettra en place une commission, etc. Bon, à la fin le CETA a été adopté, hop, et il est mis en application depuis maintenant plus d'1 an et demi. Donc voilà pourquoi on a voulu faire cette conférence Leur écologie, le lobby et fric, et je passe tout de suite la parole à Pierre-Yves Cadalin. Merci beaucoup Mathilde, et merci à vous d'être là effectivement matinalement pour un samedi de nos universités d'été. Avant de commencer, il se trouve que depuis 2 ans j'ai la chance de travailler avec Mathilde et je voulais dire un petit mot, elle met une énergie infatigable au service de notre mouvement. Et donc je suis fier de travailler avec une personne comme ça, et je pense que s'il faut défaire les lobbies, défaire les puissances de l'argent, eh bien il faut compter avec ce genre de personnalité. Et aussi sans doute des gens qui sont dans la salle. J'en doute pas.
Alors d'abord, tu parlais effectivement des feux qui ont lieu en Amazonie, mais également en Sibérie et en Afrique en ce moment, et qui nous voient tous consternés par ce qui est en train de se passer. Et je crois qu'il y a ces feux qui sont là, qui nous rappellent l'urgence climatique et la destruction considérable des forêts dans le monde entier, ce qui pose des problèmes d'accélération du changement climatique. Mais l'image qui est donnée de ce problème-là, ces temps-ci, me semble être une image, on va dire, déformée du problème. Puisque quel est le duel, parce que comme disait Mathilde, Macron va parler à 13 h, quel est le duel qui, au fond, est posé par Emmanuel Macron? Eh bien, c'est lui, le grand défenseur de la planète, qui s'est d'ailleurs autonommé champion de la Terre, par un sommet qu'il a lui-même créé au niveau international, ça fallait oser quand même. Donc le champion de la Terre contre Trump et contre Bolsonaro, les méchants d'extrême droite qui seraient hostiles à la planète. En réalité, cette grille de lecture, elle est terrible parce que elle pose le problème d'une manière qui n'est pas réelle, qui n'est pas en fait à la hauteur des enjeux et à la hauteur de la façon dont les enjeux se posent. Et au contraire, nous, c'est pour ça que je crois qu'il est important de poser la question écologique à partir des rapports de force avec le monde de l'argent, parce qu'au fond, c'est là que la ligne se pose. Et si on trace la ligne de ce côté, nous savons très bien, nous sommes dans la lutte contre les puissances de l'argent, et que Macron comme Donald Trump, Macron comme Bolsonaro, eux sont au fond du côté des puissances de l'argent. Et donc, avant de vous laisser la parole, j'avais envie de poser quelques idées directrices, de les soumettre à la réflexion, et dans le temps de débat que nous aurons, de pouvoir les discuter. La première, c'est que il est essentiel, à mon avis, de considérer, au moment où la conscience écologique progresse dans tout le pays, dans toute la société, de considérer les frontières exactes qu'il faut donner à l'idée écologique. Et le premier principe qui me semble décisif, c'est qu'il n'y a pas d'écologie sans lutte intense contre les puissances de l'argent. Et je crois que l'an dernier, le mouvement des Gilets jaunes nous a rappelé ça de façon tout à fait pertinente. Car si nous n'imposons pas le partage des richesses, si nous n'égalisons pas les conditions sociales d'existence dans notre pays, si nous ne faisons pas que, au fond, tout le monde puisse vivre dignement, comment assurer une transition écologique, comment assurer une transition énergétique dans des conditions favorables, démocratiques et justes? Eh bien, ce n'est pas possible. Et c'était là-dessus, foncièrement, qu'a commencé, qu'a démarré et que s'est amplifié le mouvement social des Gilets jaunes. Je crois qu'ils nous ont donné à cette occasion une leçon tout à fait décisive. Et le second point qui est important par rapport à cela, c'est que il n'est pas non plus possible de faire confiance uniquement aux forces du marché pour nous sauver. Au fond, on ne va pas confier le salut de la planète aux gens qui sont en train de la détruire. Alors ça semble évident comme cela, et c'est pourtant ce qui est en train de se produire. En 2017, le président Macron avait par exemple convoqué un sommet de la finance pour le climat. Et il se trouve que voilà, je devais faire de la veille sur ce discours-là, donc j'ai dû me coltiner le discours. C'est jamais très agréable d'écouter Macron. Désolé. Et toujours est-il que Macron, alors là, c'était de la pensée magique, quoi. Il parlait à des investisseurs, des banquiers partout, et puis il disait, ben voilà, il y a un grand problème pour la planète, nous, les acteurs publics, on n'est pas suffisants, allez-y, sauvez-nous, etc. Alors c'était ahurissant. Mais c'est ahurissant et en même temps complètement consternant et inquiétant. Parce que voilà où en est la pensée du président de la République française, voilà où en est la pensée des libéraux qui n'assumeront jamais, puisqu'ils en sont les meilleurs alliés, l'opposition avec les puissances de l'argent. Le second point que je voulais évoquer rapidement, c'est qu'il n'y a pas de solution purement technique au problème écologique. Et ça, c'est quelque chose, c'est une idée contre laquelle, à mon avis, il va falloir lutter pied à pied, parce que précisément, il y aura nécessairement des nouveaux secteurs d'accumulation où on pourra faire de l'argent sur le dos de l'écologie. Enfin, il y en a déjà. Et il y aura des argumentations selon lesquelles, par exemple, la seule croissance des énergies renouvelables suffirait à résoudre le problème écologique. Ce qui est évidemment faux, c'est-à-dire que on ne peut pas, à consommation constante d'énergie, résoudre le problème écologique
uniquement en basculant tout sur les énergies renouvelables. Il faut changer nos modes de production, changer nos modes de consommation, baisser la consommation générale. Et au fond, changer l'idée même sur laquelle repose notre société de l'accumulation continue et sans fin. Alors c'est un principe général d'orientation qui est là, et je crois que notre programme commence à y répondre, etc. Mais la croyance, si vous voulez, au progrès technique risque d'affaiblir la cause écologique. Si on se dit, de toute façon, on y arrivera en capturant du carbone, on y arrivera, et je vous le dis, parce qu'il faut se méfier de ce genre d'idée. Il y en a qui pensent, aux États-Unis, il y a un projet de recherche pour balancer du soufre dans l'atmosphère, de telle sorte à la refroidir. Alors bon, on arriverait à perdre 2 degrés, par exemple, mais le jour où, je sais pas, il y a un conflit, et puis alors ce qui balance du soufre est envoyé en l'air, eh bien, l'augmentation est extrêmement rapide, c'est-à-dire si on interrompt le processus, l'augmentation de la température serait extrêmement rapide et bousculerait les équilibres de façon catastrophique. Donc, c'est un exemple parmi d'autres, mais l'idée c'est qu'il n'y aura jamais de solution technique, uniquement technique au problème écologique, et que l'écologie, elle est foncièrement sociale et politique. Et c'est ça, je crois, l'idée que nous portons à la France Insoumise. Ensuite, et là-dessus je ne développe pas énormément, parce que je pense que c'est quelque chose qui va être central dans vos interventions, il n'y a pas d'écologie politique sérieuse sans puissance publique forte. Et le paradoxe terrible de notre époque, au fond, c'est qu'au moment même où nous avons le plus besoin de nous organiser collectivement pour faire face à un défi qui met en jeu jusqu'à la survie de notre espèce, à ce moment même, l'idéologie dominante, c'est celle de la haine de l'État, du néolibéralisme, et les politiques qui sont menées sont celles de la destruction des outils mêmes dont nous avons impérativement besoin. Et ça, je crois, c'est à la fois une tragédie, mais en même temps quelque chose que nous pouvons regarder en face et nous dire il est nécessaire de défendre l'État. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que l'État qui est le niveau pertinent d'action pour la question écologique, mais s'il s'agit d'affronter les puissances de l'argent, s'il s'agit de réorganiser nos modes de production et de consommation, on ne pourra pas se passer d'un État fort. Et je crois que c'est pour cela qu'il est urgent que nous arrivions le plus vite possible au pouvoir. Car plus nous attendons, plus ils détruisent les outils d'action, plus notre arrivée au pouvoir sera complexe, nécessairement. C'est-à-dire que c'est un peu la politique de la terre brûlée. Ils sont en train de détruire l'État, puis ils espèrent qu'une fois qu'une vraie force de changement y arrivera, eh ben débrouillez-vous, vous ne pouvez plus rien faire. Mais je crois que nous y arriverons más pronto que tarde, comme il disait Salvador Allende. Et enfin, je termine là-dessus. Et ça, je crois que c'est un point et une ligne de clivage qui est essentielle aussi avec d'autres conceptions de l'écologie. On ne peut pas être écologiste avec un droit constant sur la propriété. Et c'est ça qui fait aussi que nous considérons l'écologie comme indémêlablement et indissociablement sociale et politique. Parce que si nous souhaitons transformer les modes de production et de consommation en accord avec l'ampleur du changement nécessaire, mais il n'est pas possible de consacrer, comme le fait la Constitution de la Ve République aujourd'hui et au fond de notre édifice juridique en général, le droit de propriété comme un droit absolu. Parce que, nécessairement, le droit de propriété, sa légitimité doit s'arrêter là où commencent les effets destructeurs sur nos conditions d'existence et sur les possibilités de notre avenir en tant qu'espèce. C'est quelque chose qui devient, à mon avis, assez clair. Et vous connaissez tous le principe républicain, ma liberté commence ou s'arrête, non, ma liberté commence, ou commence celle de, non, mais oh là là, c'est le matin, ça. C'était pour voir si vous étiez réveillés. Mais voilà, ma liberté finit, ou commence celle de l'autre. Ah voilà, on y est arrivé, ouais. Mais au fond, on pourrait dire que la liberté du droit de propriété, eh bien, s'achève là où commencent nos possibilités de survie collective. Pour moi, c'est un principe politique très important et l'idée de Sixième République qu'on porte, elle est aussi liée à ça. Le droit de propriété, il serait redéfini non plus comme droit absolu, mais comme droit d'usage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas eh bien, s'ériger comme propriétaire absolu, par exemple, de choses qui mettraient en danger la vie des générations futures. C'est-à-dire qu'il faut avoir cela en tête.
Et je crois que là, il y a quelque chose de fondamental. Déjà, aujourd'hui, il y a quelques évolutions qui vont dans ce sens-là. Je vous recommande l'article de Razmik Kechoyan dans le dernier Monde diplomatique, qui est intéressant, sur l'éclairage public, et qui parle, par exemple, de décisions qui ont été rendues par le tribunal de Genève en Suisse, à propos de l'éclairage public, qui interdisent, en fait, tout éclairage ornemental après 22 heures, en disant explicitement que c'est une limitation à la propriété pour des raisons écologiques, contre la pollution lumineuse. Donc c'est-à-dire qu'il y a déjà des décisions juridiques qui vont dans ce sens, mais nous, évidemment, nous irions beaucoup plus loin, puisque notre idée, avec la révolution citoyenne que nous portons, c'est de changer la norme fondamentale, d'imposer la règle verte et de réorganiser l'ensemble de la société dans ce sens-là. Et je crois bien que nous allons y arriver. Merci beaucoup Pierre-Yves. Juste, j'ai oublié de vous dire ça tout à l'heure, mais je dois excuser la sociologue qui devait participer avec nous à ce débat, Maëlézik Bigui, qui a eu un empêchement de dernière minute et qui pense certainement à nous dans ce débat. Et je vais laisser donc la parole à Patrick Saint-Léger. Ok, bonjour. Moi, je vais aller au pupitre parce que je vais préparer une petite présentation. Hein. Je travaille au ministère de l'Environnement, je vais faire le techno du ministère de l'Environnement pour ce matin et je vous ai fait un petit diaporama, le traditionnel petit diaporama. Il y a des micros là-bas. Ça marche. Et vous m'entendez. Donc voilà, je suis venu parce que vous m'avez demandé de venir présenter ce qui était en train de se passer au ministère de la Transition écologique et solidaire, mais également au ministère de la Cohésion des territoires, puisque ces deux ministères ont une même administration qui intervient pour le compte des deux ministères et avec des politiques qui peuvent être un petit peu liées, le logement étant à la cohésion des territoires et en termes de transition écologique, il y a quand même un certain nombre de choses à faire, à la fois d'un point de vue écologique et à la fois d'un point de vue social avec le logement. Donc ça, donc, on parle de transition écologique, ministère de la transition écologique, mais quand on parle d'administration, en fait, c'est une administration qui porte sur les deux ministères. Je viens de vous parler des luttes, mais je ne veux pas vous parler de toutes les luttes parce que la journée n'y suffirait pas. Sachant qu'on est embarqué, qu'on n'est pas une entité à part, on est embarqué sur les aspects de réforme de la fonction publique, hein, la loi qui vient d'être votée avec un grand bonheur, et que forcément elle aura des conséquences, et des conséquences particulières, peut-être que j'y reviendrai un tout petit peu à l'occasion d'une diapo, si je ne dépasse pas trop le format des 3 heures imposé. Et il y a à venir le fameux projet de réforme des retraites, et forcément, on sera particulièrement impliqué aussi. 3 heures, je rigolais, hein, calmez-vous. 15 minutes, je vais essayer de m'y tenir. Évidemment, en 15 minutes, je ne peux pas vous présenter l'intégralité des luttes qui se passent au sein du ministère. Je peux vous présenter tout ce qui se passe au sein du ministère. Donc, j'ai juste choisi de parler du mouvement qui est né, qui s'appelle MTS Great Again. Ouais, on a fait un peu de parodie par rapport à des grands hommes. Et donc, on a fait un mouvement qui s'appelle MTS Great Again, Make notre ministère Great Again, qui a démarré fin juin et qui est centré sur spécifiquement nos problématiques du ministère de la Transition écologique et solidaire, nos problématiques de moyens, et notamment de moyens humains. Donc, très rapidement, le dérèglement climatique, je n'approfondis pas, l'effondrement de la biodiversité, j'approfondis pas, pardon, avec cette urgence écologique et climatique votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Donc tout ça c'est bien joli parce que finalement on voit bien qu'il y a un consensus et que tout le monde est prêt à faire de grandes choses, contrairement à ce que dit Pierre-Yves. Mais voilà, la question c'est, tout ça c'est bien beau, mais tout ça doit s'accompagner d'un service public pour mettre en œuvre, parce que si l'État n'a pas des services, n'a pas des établissements pour décliner de manière très opérationnelle toutes ces grandes décisions, eh ben, ça ne peut pas marcher. Le ministère de la Transition écologique et solidaire, c'est des services, c'est des établissements publics, et c'est une particularité, c'est que les établissements publics, on est le ministère où les établissements publics hors culture, parce que, sont le plus présents. Et donc, on est compétent au ministère sur l'écologie, l'eau, la biodiversité, la mer, climat, énergie, effectivement, mais aussi les infrastructures de transport, le logement, la rénovation urbaine, les risques naturels ou technologiques, la sécurité, etc., etc. Je vais en oublier, mais pour tous ces sujets, pour tous ces thèmes, on intervient en termes d'encadrement, de contrôle, de conseil,
d'instruction d'autorisation, etc., etc. Donc, tout ce qui est l'accompagnement des projets portés par les particuliers, par les entreprises, par les collectivités. Donc, très bien, on en a besoin. Le vécu, ce sont des réductions d'effectifs, c'est des restructurations et c'est des transferts de missions, soit vers d'autres ministères, soit vers les collectivités. Voilà. Et en gros, le constat qu'on a fait, c'est que au sein du ministère, on n'a pas de métier emblématique. Et donc, quand on regarde les grandes messes du 20h, ou qu'on écoute les grandes stations radio, on parle des infirmières, et heureusement qu'on parle des infirmières, on parle des policiers, on parle de la justice, on parle des enseignants, mais nous, on n'en parle pas beaucoup. Nous, on n'arrive pas à avoir les feux de la rampe, parce qu'on n'a pas de vrai métier emblématique. Emblématique au sens de, il y a un nom et il y a un nombre. Ben, parfois, on a un nom, mais parfois, on n'a pas le nombre. Voilà. Donc, du coup, on parle peu de nous. On s'est dit, mais à un moment donné, on est en train de mourir un petit feu, puis tout le monde s'en fout, pour reprendre une vidéo et une chaîne YouTube. Et donc, il faut qu'on fasse parler de nous. Et donc, on s'est dit, on sort d'une période de mobilisation autour de la réforme de la fonction publique qui a finalement assez peu mobilisé les personnels dans notre ministère. Il faut se poser des questions sur notre capacité à mobiliser dans un contexte de pouvoir d'achat qui stagne, voire qui régresse. Les grèves, les gens ont de plus en plus de mal. Et donc, on s'est dit, on va créer des actions un peu sur le mode disruptif, un peu décalé. Et on est parti dans une intersyndicale avec la CGT, Force ouvrière, la CFDT et la FSU. Et on a créé le Conseil de défense du ministère de l'écologie. Bon, là encore, on a fait un petit peu de parodie, puisque peu de temps avant, M. Macron créait le Conseil de défense de l'écologie. Et on s'est donné pour mission de rappeler à chaque fois que nécessaire la réalité des moyens au regard des ambitions des discours. Parce que nous, le grand écart, on le touche du doigt assez fréquemment. Donc, disruptif, ça veut dire qu'on a fait une semaine d'action entre le 20 et le 27, où les gens dans les établissements, en région, se sont manifestés. On essaye de beaucoup alerter la presse. On a créé des réseaux sociaux, on bouge un petit peu. Alors, moi, je vais juste vous faire quelques illustrations, parce que réduction d'effectifs, vous pourrez me dire, dans la fonction publique, c'est tout le monde, hein, ça va. Donc, et puis, on a mis quelques photos de la semaine d'action. Hein. Donc, évolution des effectifs, je ne sais pas si vous voyez bien. Ouais, c'est pas mal, quand même. Voilà, ça c'est... Alors, voilà, je vais faire le techno de service. Hein, j'ai fait des courbes, parce que finalement, c'est un peu la réalité des chiffres qui parlent. Là, on se place sur la comparaison entre ministères. Et... pour le coup, qu'est-ce qu'on constate? Sur le tableau, sur la courbe de gauche, l'évolution des effectifs physiques des ministères. Là, alors très clairement, on s'est appuyé sur les bilans sociaux. Donc c'est des trucs, secrétariat général du ministère qui établit ça, c'est sérieux, hein, on ne va pas remettre en cause. Et ce qu'on voit, c'est quand on compare avec les autres ministères, notre ministère est le premier ministère qui rend des postes, qui rend des moyens, tout en haut, devant tous les autres. Et quand je dis devant tous les autres, c'est juste après viennent les ministères économiques et financiers, Bercy, mais pas au même niveau. Nous, on était entre 2014 et 2015 à moins 3,7, entre 2015 et 2016 à moins 2,9, et juste après, c'est les ministères financiers sont à moins 1,5. Et puis, vous avez des ministères, vous les voyez tout en bas, qui, eux, au contraire, profitent. Et puis, sur la courbe de droite en vert et rouge, ça, c'est une courbe, c'est un article du Monde, donc c'est même pas nous qui l'avons faite. Le Monde a fait un article dans la série Les Décodeurs pour voir quelle était la réalité de choses qui circulaient sur les réseaux sociaux. Et donc, ils ont regardé les projets de loi de finances 2017, 2018, 2019, c'est-à-dire l'ère Macron, pour voir un peu comment les choses évoluaient. Et en fait, ce qu'ils ont rétabli, c'est que, là encore, et malheureusement, on est le premier ministère qui rendons des postes. Et donc, à l'échelle de ces 3 années budgétaires, c'est moins 12,2% qu'ils ont pointé du doigt. Donc voilà, donc ça fait au moins depuis 5 ans, au moins, où notre ministère, où on peut le tracer, est le premier à rendre des postes. Donc quand on dit, parce que ça c'est un discours ambiant au sein du ministère, c'est « ouais, mais il faut faire comme tout le monde, il n'y a pas de raison que vous y échappiez ». Ben ouais, mais nous on ne fait pas comme tout le monde, nous on fait plus que tout le monde. Alors ça se traduit comment concrètement au sein du ministère? Alors, pareil, quelques illustrations à travers des courbes, sachant que ce n'est pas toujours facile d'arriver à retracer ça dans le temps, parce que vous avez des changements de périmètre ministériel. Entre Hollande et Macron, le ministère, on est passé du MEDE
au MTES, avec des paquets de missions qui évoluent d'un ministère à l'autre. Donc vous avez ce genre de choses, et puis vous avez aussi, à l'intérieur du ministère, de temps en temps, des évolutions de périmètre de direction centrale. Donc voilà, donc retracer tout ça, c'est un petit peu compliqué. Là, vous avez la courbe d'évolution depuis 2012 des effectifs dans les services de l'État. Dans les services de l'État, c'est administration centrale. Ce sont en région les DREAL, les directions interrégionales des routes, les directions interrégionales maritimes, les DIRM, un certain nombre de choses comme ça. Et puis, vous avez les services dans les départements, les directions départementales interministérielles. La courbe, elle est un peu trompeuse parce qu'il faut quand même savoir que, par exemple, en 2013 et en 2014, on a eu des changements de périmètre. En 2014, il y a eu la création du CEREMA. Et donc, du coup, ce qui apparaissait comme effectif de l'État a été transféré, effectif CEREMA, mais n'a pas disparu. Là, c'est transfert de paquet. Donc, on est obligé de recontextualiser tout ça. Néanmoins, ce qu'on sait, c'est qu'entre 2012 et 2019, la perte d'effectifs dans les services de l'État, elle est de l'ordre de 17%. Donc, à périmètre à peu près constant. Face à ça, eh ben, on a un certain nombre de choses qui se passent. Alors, face à ça, on a un certain nombre de réorganisations des services qui existent et qui se multiplient. Hein. On a déjà eu, on est passé des DDA et des DDE au DDEA, c'est-à-dire on les a mis ensemble, puis au DDI, c'est-à-dire à chaque fois on fusionne un peu plus et on recalibre tout ça. Au passage, on prend des missions, on les met dans tel autre ministère où on les confie aux collectivités et de toute façon, elles disparaissent des services. Et puis au niveau régional, vous aviez des directions qui existaient, on a créé les DREAL, et puis 2 ans, 3 ans après à peine, on s'est dit non mais on va continuer, on a fait les grandes régions, et là les DREAL, on les a refusionnés entre elles. Je crois qu'ils sont toujours pas digérés et qu'on a toujours des conséquences en termes d'efficacité des services autour de ça. Ça continue, là là on va se projeter, y compris un petit peu dans l'avenir. L'État, le gouvernement de Philippe, avait pour projet de réorganiser les services. Et puis, il y a eu les Gilets jaunes, toute cette période que vous avez bien connue, qui n'est pas finie. Et il y a eu les conclusions tirées par le président Macron. Et la première déclinaison qu'ils nous font, c'est qu'ils nous accélèrent l'histoire. C'est-à-dire, on ne va pas assez vite en termes de réforme, donc on accélère. Et donc, ils nous ont mis un coup de pression sur 2 nouveaux décrets, 2 nouvelles circulaires du Premier ministre, l'une sur l'administration centrale, qui vise, en gros, à compresser les missions et les effectifs des services centraux, hein, puisque, vous savez, hein, derrière les Gilets jaunes, il faut plus de monde dans les territoires. Donc l'administration centrale, c'est les pas beaux. Hein, c'est toute cette centralisation, là, non, ça suffit, là. Donc il faut compresser, il faut comprimer, compresser, réduire les effectifs des services centraux, délocaliser. Hein, vous avez quelques semaines pour me proposer des services, des opérateurs à délocaliser. Hein, il y a trop de monde sur Paris, on va les mettre ailleurs. On ne se pose pas trop la question de savoir s'il y a des gens qui bossent sur place, s'il y a des contraintes, s'il y a ça. Non, ça, vous êtes censé suivre. Autre chose, un affaiblissement de la concertation. Alors là, pour le coup, c'est-à-dire que dans un certain nombre de procédures, il y a des organismes consultatifs qui émettent un avis avant qu'une décision soit prise. Ça prend un petit peu plus de temps, mais ça permet de prendre un petit peu de recul sur l'impact et le fait que cette décision soit bonne. Alors nous, on a un exemple, ça s'appelle le Conseil national de la protection de la nature, qui est une instance de concertation comme ça, avec des ONG dedans, avec un certain nombre de gens, des spécialistes, des experts. Et on a un projet de décret, on ne sait pas où il en est d'ailleurs, mais on a un projet de décret qui vise à dire « Non, mais lui, ça suffit, on va arrêter de consulter le CNPN et on va plutôt consulter les conseils régionaux de protection de la nature. » C'est-à-dire on descend au niveau régional. Descendre au niveau régional, ça veut dire qu'on en rajoute aux services régionaux de l'État, et ça veut dire surtout qu'on rapproche ça des attentes et des préfets de région qui, eux, sont sous pression du quotidien. Donc, c'est-à-dire on s'éloigne, on est un peu moins serein par rapport à la chose. Et puis, les opérateurs de moins de 100 équivalents temps plein, hein, de moins de 100 personnes, c'est quand même une aberration. Le millefeuille administratif, c'est un scandale. Donc, ces opérateurs-là, faites-moi des propositions pour les fusionner, les supprimer. Voilà. Dans ces opérateurs, ce qu'on appelle ces opérateurs, au ministère de la Transition écologique et solidaire, on a juste les parcs nationaux. On a demandé à la ministre ce qu'elle comptait faire des parcs nationaux, mais on n'a toujours pas la réponse. Autre circulaire sur l'organisation territoriale de l'État. Donc ça, c'est l'organisation des services en région, en département. Première chose,
Il va peut-être falloir qu'on remette un petit peu, parce que voir qu'est-ce qu'on pourrait à nouveau transférer aux collectivités territoriales. Et donc, dans les champs qui sont cités pour qu'il y ait des propositions et des discussions entre Jacqueline Gouraud, Elisabeth Borne, l'Association des régions de France, les départements, c'est le champ du logement, le champ de la transition écologique, le champ du transport. Il n'y a pas que ça, mais nous, on y est plein pot. Et puis, renforcer l'échelon départemental. Sauf que le renforcer l'échelon départemental, ça se traduit par la préfectoralisation. Nous, de manière un peu caricaturale, on dit on revient au 19e siècle, à l'époque Vidocq. Tellement on est en train de renforcer le pouvoir des préfets. Et le pouvoir des préfets, et respect pour les préfets, mais le pouvoir des préfets, c'est quand même l'arbitraire. Faut pas l'oublier non plus. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate, dans ce projet de dans cette circulaire, elle est publiée de 12 juin, le pilotage des services départementaux par les préfets. La gestion des ressources humaines, on va avoir des secrétariats généraux communs, préfecture, direction départementale interministérielle, et puis des regroupements immobiliers. Et puis aussi le fait que quand une agence a une direction régionale ou un service en département, le préfet il a droit de regard sur l'organisation, il a droit de regard sur ce qui se passe dans cette agence-là. Donc une perte d'autonomie des agences. Juste aussi pour continuer à brosser un peu la situation, en 2017, il y a un décret qui est paru, qui est l'expérimentation territoriale de droit de dérogation. C'est-à-dire en clair que ça ouvre la possibilité au préfet de déroger localement à l'application des normes. C'est juste incroyable. Vous avez la loi, vous avez la réglementation, et on donne au préfet la possibilité, pour faciliter les projets, de déroger à la norme. Enfin, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut vouloir dire, quoi. Alors, c'est expérimental, on doit y avoir un bilan, on attend encore le bilan. Autre exemple de ce qui est en train de se passer, les sites classés. Donc, les sites classés, c'est une vieille institution, c'est quand même un certain nombre de secteurs prestigieux en France. Et s'ils sont classés, c'est-à-dire que normalement, ils ont un niveau de protection fort. Et donc, quand on veut faire des travaux en site classé, c'est un peu fastidieux, c'est vrai, il faut demander l'avis. Tout ça remonte au niveau national. Tout ça, c'est beaucoup trop lourd. Et le projet de décret, c'est non, mais c'est beaucoup trop lourd. Paris, il y en a marre, c'est méchant, il faut rapprocher du territoire. Hop, on descend, tralise tout ça au niveau des préfets. Et nous, on pense que c'est très grave aussi, parce que les préfets, ils sont sous la pression des acteurs économiques, des lobbies agricoles, de tout le monde. Et donc, quand il faut trancher, et nous, je suis sûr qu'Alexis aurait des exemples dans son domaine, mais moi, dans le domaine de l'eau, j'en ai des exemples. Quand il faut trancher entre une mesure d'application des textes très écolo, très environnementale, et une mesure économique, le préfet n'hésite pas souvent longtemps. En tout cas, ceux qui hésitent, ils sont rares. Donc, si on rapproche les installations classées et la décision, plus on la rapproche du terrain de ce point de vue-là, plus on prend le risque d'être sous pression, d'avoir des décisions contre-performantes. Dernier exemple voilà, c'est pas exhaustif, soyons clairs, mais dernier exemple de perte d'expertise. On a des laboratoires d'hydrobiologie dans les DREAL. Ces laboratoires d'hydrobiologie, ils contribuent à établir l'état de la qualité des cours d'eau à travers les paramètres biologiques. Ils étaient tout seuls à l'origine. Il y a eu une première série de réformes en 2012 qui fermait un certain nombre de laboratoires et puis transférait une grosse partie des prestations au privé. Et puis aujourd'hui circule, mais de manière insidieuse, circule un projet où peut-être qu'il faudrait fermer, peut-être qu'il faudrait transférer, on ne sait pas trop, mais ça fait quelques années, que circule quelque chose comme ça. Sur le thème, non, mais ils ne sont pas compétitifs par rapport au privé, puis ils ont une taille critique, non, mais ça, il faut faire quelque chose là, parce que voilà, c'est pas très productif tout ça. Sauf qu'on oublie de dire que les labos des DREAL, ils sont là non pas pour faire, mais pour contrôler que ceux qui font le font dans de bonnes conditions, que les résultats, ils tiennent la route. Donc c'est juste la notion d'expertise. Et puis, si on est dans les tailles critiques, c'est juste le fruit des politiques passées, c'est-à-dire des politiques de réduction d'effectifs et de fermeture déjà de laboratoires dans certaines directions régionales. Donc voilà pour vous brosser un petit peu l'ambiance au niveau déjà service de l'État. Un petit zoom, parce que c'est quand même des urgences, biodiversité une urgence. Qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'eau et de la biodiversité? Alors dans le monde de l'eau et de la biodiversité, on a des grandes agences, des grands opérateurs. Dans le domaine de l'eau, on a les agences de l'eau. Alors la courbe, elle est quand même parlante. Je vous invite à vous méfier des pentes, parce que selon l'échelle que vous choisissez, vous trafiquez ça, c'est un petit peu triché. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'entre 2012 et 2019, on perd 14,7% d'effectifs dans les agences de l'eau. 15% en finalement assez peu d'années, c'est assez considérable.
et que pour le coup, ce qu'on nous annonce sur le prochain triennal budgétaire, 2020-2022, il y a 3 prochaines années, c'est toujours une perspective de 2,5% de réduction d'effectifs par an. C'est-à-dire que c'est inégalement réparti, il y a 6 agences de l'eau, mais dans certaines agences, ça peut se traduire par au total 25% de réduction d'effectifs. Là, c'est considérable. Sachant qu'en parallèle, on nous demande toujours plus d'intervenir en termes d'adaptation au changement climatique, c'était quand même un petit peu tendance, de gestion de la ressource, c'est vrai que c'est aussi un petit peu tendance en ce moment, hein. Cet été c'était un peu compliqué, donc voilà. Sauf que intervenir sur plus de missions à moins, ça veut dire que concrètement, on fait le deuil d'un certain nombre de choses. Et donc, on a des élus locaux qui commencent à se plaindre de ne plus nous voir. On a des élus locaux qui se plaignent qu'on finance moins l'assainissement, ce qui permet quand même d'améliorer la qualité des cours d'eau ou de la maintenir. Et puis, on a déserté un certain nombre de champs d'action où on a fortement réduit. Je vous passe, ce serait long, technique, mais les aspects de ponction budgétaire, plafond mordant, c'est-à-dire tous les mécanismes budgétaires que Bercy est brillant à inventer pour récupérer de l'argent quand il peut. Juste une chose, gardez ça en mémoire, quand on prend de l'argent sur les agences de l'eau, elles prennent des taxes sur la facture d'eau, des taxes affectées. Ces taxes sont assises sur la pollution qu'on émet, sur l'eau qu'on prélève, sur les milieux aquatiques qu'on dégrade. Et ces taxes sont affectées, donc ça rentre juste pour les agences de l'eau, et elles sont redistribuées pour apporter des soutiens financiers à des projets d'industriels, de particuliers, d'associations, de collectivités, pour améliorer la qualité de l'eau ou la qualité des milieux aquatiques. Eh bien, quand l'État prend là-dessus, ça veut dire qu'il prend une partie des taxes qu'il a prélevées sur la facture d'eau pour la remettre dans le budget de l'État sur d'autres politiques. Et ça, c'est pas acceptable, parce qu'une taxe sur une facture d'eau, elle ne prend pas en compte votre capacité à payer d'un point de vue proportionnel aux revenus. Donc ça peut être socialement acceptable si ça retourne à l'eau, ça n'est pas acceptable si c'est détourné de l'eau. Conséquence des réductions d'effectifs, mais comme partout ailleurs, des restructurations. On a en perspective 54 chantiers de mutualisation entre les établissements. Quand on dit mutualisation, ça peut aller jusqu'à éventuellement de la fusion. Ils aimeraient bien, par exemple, fusionner au service informatique. Sauf que l'informatique, vous savez, c'est la colonne vertébrale. Une fois que vous avez la main sur l'informatique, vous avez la main sur l'outil qui contrôle tout le monde. Et puis le désengagement dont j'ai parlé. Les parcs nationaux. Alors, quand on regarde la courbe, alors désolé, c'est une courbe, c'est un peu compliqué. C'est juste l'illustration que travailler dans le temps avec les changements de périmètre, c'est pas toujours facile. Puis en plus, pendant longtemps, ils ont parlé d'équivalent temps plein, et maintenant on parle d'équivalent temps plein travaillé. Donc des changements de nuances qui permettent d'avoir des difficultés à faire du suivi de tout ça. Ça n'a pas l'air si terrible comme ça à l'échelle des parcs, parce que budgétairement, on considère un opérateur parcs nationaux. Sauf que en 2012, on a la création du parc national des Calanques. C'est-à-dire que quand on parle de l'opérateur parcs nationaux, avant 2012, on parle de 9 parcs nationaux, plus un établissement qui s'appelle PNF, Parcs Nationaux de France, qui était la synthèse de tout ça. Et pouf, on en rajoute un. Mais on en rajoute un sans rajouter des moyens, puisque vous voyez bien qu'à l'échelle globale, la courbe, elle est à la baisse. Et que donc ça s'est traduit par, on prend des moyens dans les parcs existants pour mieux alimenter le nouveau parc. D'accord ? L'autre décrochage, c'est la création de l'Agence française pour la biodiversité, où l'établissement Parcs Nationaux de France, pour le coup, on a pris ses effectifs, on les a mis dans cet établissement-là. Donc là, c'est du transfert, et c'est pas la même chose. Par contre, la perspective, c'est cette année, la création d'un 11e parc national, un parc national forestier, les forêts de Bourgogne et de Champagne, ce qui est plutôt une bonne nouvelle en soi, sauf qu'ils vont nous refaire le même gag. C'est-à-dire, en gros, on rajoute un 11e parc, on ne lui donne pas de moyens spécifiques, on prend sur les autres, de façon à alimenter ce parc. Et quand on dit c'est même pas un moyen constant, c'est un moyen en baisse, puisqu'on est toujours dans des perspectives de réduction d'effectifs. Donc tout ça, c'est sous couvert des discussions qui vont s'engager à l'Assemblée et au Parlement à l'automne, et on compte sur nos députés pour défendre le bout de gras, puisque c'est le projet de loi de finances 2020 et c'est le triennal qui s'annonce. Une illustration, quand c'est les grands parcs nationaux métropolitains qui prennent. Et un exemple, l'exemple du parc national des Pyrénées, il est local, c'est à côté. Ils sont dans l'action. Avant-hier, ils ont déployé une banderole en haut du pic du Midi d'Ossau pour faire signer une pétition auprès des touristes qui venaient se balader. L'exemple du parc des Pyrénées, c'est moins 16 postes, c'est-à-dire moins 18% d'effectifs. Moins 18% d'effectifs, moins 15% en termes de budget. Et les conséquences, alors des recours aux vacataires sous-payés,
Et on a des conséquences sociales aussi, c'est-à-dire moins d'effectifs. Pour passer l'émission, vous allez chercher du monde de manière beaucoup plus temporaire, des CDD, voilà, un certain nombre de personnes dans des statuts enviables. L'explosion des arrêts de travail, parce que les agents, c'est des agents qui sont passionnés par leur métier. Quand on les garde dans un parc national, on y est pas là par hasard, franchement. Ils sont passionnés et donc du coup ils prennent sur eux pour continuer à maintenir autant que faire se peut l'émission. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, on a des éléments, c'est une explosion des arrêts de travail et donc des problèmes psychosociaux. Et puis la diminution, voire l'abandon des missions du parc. Aujourd'hui, que ce soit aux Cévennes, aux Écrins, à la Vanoise, aux Pyrénées, au Mercantour, tous les services de documentation sont en train de fermer. Aux Pyrénées, par exemple, ils ont abandonné le suivi d'une espèce protégée et emblématique qui est l'aigle royal. Voilà. Et quand ils n'abandonnent pas, ils réduisent la fréquence ou ils réduisent le périmètre des missions. Un grand établissement qui vient d'être créé par la loi, j'accélère. L'Office français de la biodiversité. Donc l'Office français de la biodiversité, c'est la fusion entre l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et l'Agence française pour la biodiversité qui n'a que 2 ans d'âge. C'est très bien, me direz-vous, sauf qu'on accompagne le panier de naissance d'une perspective de réduction d'effectifs de 127 postes. Voilà, donc on a des grands discours, regardez, on se donne les moyens, on crée un gros opérateur de la biodiversité, on va en faire des tonnes. Ben non, c'est pas vrai, on va pas en faire des tonnes, on est en train de réduire les effectifs. Sachant qu'on a des rapports qui signalaient que déjà on était en situation critique, à la fois sur les parcs marins, parce qu'on crée des parcs marins, mais pareil, on ne les dote pas en moyens pour fonctionner correctement, et dans certains services départementaux à la juillet. Rapidement, le cas de l'ADEME, donc changement climatique, un des gros opérateurs qui était quand même identifié sur cet aspect des choses. Un cas particulier à l'ADEME, ils perdent du monde, hein, un petit peu comme tout le monde. Un cas particulier, c'est un établissement privé. C'est un EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial. Donc statut privé, les personnels sous statut privé. Et donc là, pour le coup, les agents, ils sont là sous la douche des régressions sociales, parce que la loi travail s'applique chez eux. Ils sont en train de préparer des élections au nouveau format, 2 fois moins d'élus. Et puis, du coup, le président qui dénonce les accords d'entreprise, un retard d'activité parce qu'avec moins de monde et avec une ambiance sociale délétère au sein de l'établissement, on est moins efficace. Les transports, et je ne vais pas y perdre beaucoup de temps parce qu'Alexis, je pense, va beaucoup parler de transport. Juste rappeler que sur le mode transport, on est le ministère de la transition écologique dans lequel il y a le ministère des Transports. Donc on pourrait penser qu'à un moment donné, on pourrait avoir une vision d'ensemble. Alors aujourd'hui, le seul raisonnement de rentabilité financière à court terme, c'est un peu ça qui prédomine. Que les coûts environnementaux en matière de transport, ils ne sont pas vraiment internalisés, ils ne sont pas vraiment intégrés, et que donc, à défaut, rails et voies navigables sont pénalisés. Et qu'actuellement, on a une même logique, on a osé un petit peu ça, c'est qu'on favorise plutôt les grands gabarits, les TGV, les grandes lignes, alors en ce moment ils sont un peu en train de revenir dessus, mais aussi les grands canaux, les canaux à grand gabarit, c'est-à-dire que le peu d'argent on le met plutôt là-dessus. Par contre, on a une même logique d'abandon de petites lignes, d'abandon de petits canaux, là où la densification des réseaux, ce serait une nécessité, une vraie nécessité environnementale. Et que pour le coup, la récente loi sur les mobilités est loin d'apporter les réponses en termes d'ambition et de moyens. Qu'est-ce qui se passe à Voies navigables de France, l'un des gros opérateurs en matière de transport? Réduction d'effectifs, je ne développe pas. Des conséquences en termes d'organisation, là encore, de conditions de travail. Et puis, un petit exemple quand même, c'est que d'externalisation, c'est la Société du canal Seine-Nord-Europe, donc l'un des grands canaux qu'on veut faire, créé en 2016 en prenant des effectifs sur VNF, mais l'État garde la main. C'est un établissement public de l'État, et l'État en a la tutelle. En 2019, la loi de finances dote préventivement cette société en moyens, en prenant encore sur les moyens de VNF. Et en 2019, la LOM, tout récemment, acte le fait que ça devient un établissement public à caractère industriel et commercial régional. C'est-à-dire que l'État se désengage et confie aux régions. Donc on a bien un phénomène où l'État se désengage, transfère aux collectivités, mais en ayant pris soin auparavant de prendre du monde sur la base de ses propres moyens, qui étaient par ailleurs à la baisse globalement. Le réseau routier national, très rapidement, donc l'État est responsable de 21 000 km de routes nationales, 9 000 km sont les autoroutes concédées, il en reste 12 000.
de réseaux non concédés. Ces 12 000 km, c'est 1,2% du réseau routier français globalement, ce qui est très faible, mais c'est quand même 18,5% du trafic routier, ce qui est très fort. Donc ça donne un peu le niveau d'enjeu vieillissant, dégradé. On a des réflexions en cours, clairement, sur comment est-ce qu'on transfère ou est-ce qu'on adosse de manière supplémentaire à des concessions autoroutières jusqu'à 3 000 km de réseau routier national non concédé. Et le reste, est-ce qu'on ne mettrait pas ça dans un établissement public au lieu de confier ça au service de l'État? Je vais très vite. En attendant, parce que ça prend un petit peu de temps et que les députés ne sont pas... ils n'ont pas encore eu connaissance de ces choses-là où ils ont pris ça en main, et on a ce qu'ils appellent le projet industriel du réseau routier national non concédé, c'est-à-dire qu'en attendant à moyen terme, 5 ans, en continuant à tabler sur 10-15% de réduction d'effectifs, ça ne peut pas tourner, donc il faut remettre en cause les organisations, les régimes indemnitaires et la façon dont les gens travaillent. Voilà, en 2 mots. Et merci de votre attention. Merci beaucoup pour ce panorama large. Je pense que c'est quand même important de comprendre comment est construit le ministère avec les agences et de voir aussi quelles conséquences. Il n'y a pas seulement la vente aux lobbies en ayant des ministres et des secrétaires d'État qui viennent directement des lobbies. Il n'y a pas seulement des choses qui sont plus visibles, le fait qu'on est en train de détruire une politique industrielle et donc d'avoir les outils aussi industriels pour mener à bien cette transition écologique. Il n'y a pas seulement des privatisations comme on en voit un peu partout, il y a aussi cette chose insidieuse qu'ils sont en train de faire à l'intérieur même de l'État qui détruit notre capacité d'expertise publique. Et je pense que le fait de montrer comment est-ce qu'on abandonne par exemple le suivi d'espèces protégées comme tu le disais, le fait d'abandonner des missions alors que justement on est dans un moment où on devrait prendre ces missions de plus en plus à cœur. Et notamment la chercheuse qui devait être avec nous à travailler sur Météo France perdant des effectifs comme les autres agences, sauf qu'on est dans un moment où on a besoin plus que jamais de prévisions météorologiques et donc c'est une manière aussi de donner le pays au lobby et je pense que c'est important de voir ça. Alors maintenant on va passer à Alexis qui va nous parler du CEREMA et des lobbies en général. Merci Alexis. Donc bonjour, donc déjà juste pour préciser, moi je suis à la CGT CEREMA et le CEREMA c'est quoi? C'est le service d'ingénierie du ministère de l'écologie et des transports. Donc on travaille sur tous les sujets du ministère qui sont très larges en fait. Donc il y a le risque industriel par exemple, risque technologique, les routes, voilà, ça c'est un sujet historique du CEREMA, tout ce qui est mobilité, donc aussi les voies cyclables, l'urbanisme, et il y a aussi des aspects sur les littoraux, les plans de prévention, sur les inondations. Bon, voilà. Donc on est sur tous les sujets du ministère, et donc on est le service d'ingénierie, et actuellement on est environ 2700 personnes. J'ai moins les chiffres très précis de Patrick, mais on est environ 2700. Et donc ce que j'aimerais vous faire toucher du doigt, c'est que les lobbies, et je reviendrai sur le CEREMA à la fin, c'est que les lobbies, c'est pas seulement comme on s'imagine des fois, le fait que voilà quoi, des personnes avec des intérêts privés viennent voir des députés, des ministres, des conseillers ministériels, ou ils vont à Bruxelles pour essayer de convaincre des hauts fonctionnaires ou des députés européens à Strasbourg que voilà, il faut mettre telle norme, telle définition de la norme, etc. Ça peut être, en fait, le lobby, c'est tous azimuts. Ils ont toutes les strates à leur disposition et ils ont une puissance de frappe qui est gigantesque. J'ai pris quelques chiffres. Donc moi je suis plus sur les transports et sur les infrastructures, donc je vais plutôt parler de ça. Vinci, qui est quand même bien connu pour tout ce qui est concession, donc l'intérêt à essayer de retirer l'argent de l'État, à essayer de pousser à des concessions, bon, avec Vinci c'est assez évident. Le chiffre d'affaires par an c'est 43 milliards d'euros. Eiffage, qui vit aussi que sur les travaux publics c'est 16 milliards. Bon, le ministère c'est 15. Voilà, Eiffage c'est 3 fois le ministère. Vinci c'est 3 fois le ministère. Et il y en a d'autres, je ne vais pas vous faire la liste, mais il y en a d'autres. Donc ça vous donne un peu une idée. Et ensuite, je crois qu'il y a quelque chose sur le lobby qu'il faut avoir à l'esprit. J'ai pris la définition de Wikipédia. Alors, c'est un groupe de personnes créées pour promouvoir et défendre des intérêts privés en exerçant une pression ou une influence sur des personnes ou des institutions publiques détentrices de pouvoir. Donc si on décortique, groupe de personnes, déjà,
Donc ça veut dire un chasseur qui vient pour défendre la chasse auprès même d'un député, bah, c'est juste un chasseur. Mais s'il est représentant d'une fédération de chasseurs, là ça devient un lobbyiste. Pour défendre, promouvoir des intérêts privés sur des personnes publiques, détentrices de pouvoir. Donc il n'y a pas que les élus qui sont concernés, il y a aussi tout ce qui est les fonctionnaires, tous ceux qui ont un pouvoir public, ils sont concernés par des actions de lobbying. Et alors je vais vous donner un exemple très concret. Il y a ce qu'on appelle dans le ministère les contrôleurs des travaux publics. Donc bon, ils ont des noms des fois un peu variés, mais voilà. Donc les contrôleurs, c'est quoi leur travail? C'est quand il y a un nouveau marché, par exemple pour refaire une route, pour refaire un pont, pour refaire la route, elle se dégrade, les ponts ils se dégradent aussi, les tunnels aussi. Bon, le ministère avec le service associé va lancer un appel d'offres pour le refaire. Et ensuite, l'entreprise chargée de le refaire, bah, il faut quand même surveiller que ce qu'elle a dit qu'elle allait faire, elle le fasse bien. Parce que si c'est mal fait, ça va se dégrader plus vite. Donc il y a un fonctionnaire qui est là, qui s'appelle le contrôleur. Et il est là pour contrôler que quand il y a, par exemple, une toupie de béton qui arrive pour refaire le pont, une pile de pont, et ben que cette toupie de béton, le béton, il soit conforme à ce qui était exigé dans le marché. Ça paraît bête, mais si vous le faites pas, eh ben, ils peuvent mettre n'importe quoi. Et moi, j'ai des échos de ça. C'est pas compliqué. Hein. On tourne le dos. Finalement, ils vont mettre moins de bitume parce que ça coûte cher. Ils vont mettre moins de béton. Ils vont moins regarder les formulations, etc. C'est systématique. Et donc, d'ailleurs, les entreprises profitent de ça parce que les administrations, elles veulent pas toujours payer les heures supplémentaires pour ces contrôleurs. Alors des fois, bon, bah, si je suis pas payé, je reviens à la maison. Et là, les entreprises, des fois, elles attendent que le type parte. Bon. Donc c'est pour vous montrer. Et ce contrôleur, c'est quelqu'un qui est ouvrier, technicien. Hein, c'est pas la haute sphère de la fonction publique. Hein, voilà, c'est un agent de terrain, mais qui a toute son importance. Alors il est l'objet de lobbying, hein, donc c'est-à-dire d'influence. Je disais, voilà, bon, pression pas toujours, mais d'influence en tout cas. Alors on va, si tu veux venir manger au restaurant avec nous, il paraît que t'aimes le karting, bon voilà. Et tout le sujet du lobbying, c'est ça que des fois, pourquoi c'est dur à réglementer, c'est que on peut le mettre entre deux bornes le lobbying. Il y a d'un côté la pratique commerciale, par exemple, voilà, les entreprises elles mettent des publicités dans les magazines, bon ok. Puis de l'autre côté il y a la corruption active, hein, les valises de billets, bon. Et le lobbying, c'est un peu la nébuleuse autour de ça, entre les deux. Donc ça fait que c'est pas forcément évident à réglementer. Alors un autre sujet, donc après le contrôleur, un autre sujet, c'est aussi les médias, par exemple. Moi, je prends un exemple, c'est Ville, Rail et Transport. C'est un magazine professionnel qui s'occupe de tous les sujets de mobilité dans les villes, interurbain, tout ce qui est ferroviaire, surtout sur le transport public. Et donc Ville, Rail et Transport, quand on lit leur papier, il n'y a jamais de critique, par exemple, sur la libéralisation des transports, notamment du ferroviaire, sur la mise en concurrence. Voilà, il n'y a jamais de critique sur ce genre de choses. Et en fait, quand on regarde Ville, Rail et Transport, il y a indiqué sur leur site internet qu'ils ont des partenaires. Donc ça veut tout et rien dire, hein, mais on imagine qu'ils les aident financièrement ou qu'ils les aident à monter des événements, etc. En tout cas, il ne faut pas dire du mal. Et dans ces partenaires, il y a Transdev, donc qui est un groupe de transport public très puissant, à plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il y a Keolis, une filiale privée de la SNCF. Il y a la SNCF. D'ailleurs, à ce propos, je sais qu'il y a des cheminots dans la salle, mais la SNCF, c'est plus celle d'antan. Hein, donc la SNCF, son objectif, c'est la rentabilité. La rentabilité, c'est le TGV, et ce qui n'est pas rentable, c'est de la subvention. Donc elle a aussi une opération de lobbying très intense. D'ailleurs, Guillaume Pépi, le PDG de la SNCF, un journaliste lui avait demandé combien il avait de lobbyistes à Bruxelles, et il avait répondu le plus possible. Bon. Donc voilà, la SNCF, faut pas être naïf. Je pense que s'il faut réfléchir à la SNCF, il faut réfléchir aussi à sa refondation et pas juste à la perpétuation de ce qu'il y avait avant la réforme. Et puis il y a d'autres partenaires de Ville, Rail Transport, c'est Bombardier, Mercedes, qui sont des constructeurs notamment de trains et de cars et de bus. Donc vous pouvez imaginer que dans Ville, Rail Transport, en fait c'est un journal qui arrive sur l'étape des décideurs locaux, des décideurs aussi nationaux, et en fait c'est payé quoi. Bon, voilà, c'est les médias, hein, on n'est pas trop surpris, mais quand même dans ce domaine-là. Et un troisième champ de lobbying, qui est le plus pernicieux, je crois, c'est dans le monde de la recherche.
Alors j'ai pris l'exemple d'une personne qui s'appelle Yves Crozet. C'est quelqu'un qui a toutes les presses s'ouvrent à lui dès qu'il s'agit de questions d'économie des transports. Il a un titre assez prestigieux, il est professeur d'économie des transports. Il a été directeur du laboratoire d'économie des transports de Lyon entre 1997 et 2007. Donc à chaque fois qu'il est évoqué dans la presse, il est tout le temps interviewé dès qu'il y a une question sur le sujet. Évidemment, ils vont mettre son titre de professeur d'université. C'est prestigieux, professeur émérite, ça veut dire qu'il est à la retraite, mais il est quand même professeur émérite. Alors je vous donne quelques citations de monsieur Yves Crozet. L'État récolte chaque année, ça c'est sur les autoroutes, l'État récolte chaque année 3,5 milliards d'impôts et de taxes auprès des sociétés d'autoroutes. Il n'a donc pas intérêt à tuer la poule aux œufs d'or. Vous avez bien compris, la poule aux œufs d'or, c'est pour l'État, hein, la privatisation des autoroutes, c'est pas Vinci. Alors ça, par exemple, cette poule aux œufs d'or, moi ça m'avait marqué, il aime bien les punchlines. Et je l'ai retrouvé dans des discussions parlementaires au Sénat, par exemple. Alors ils avaient fait un contresens total parce que ça... Bon, bref. Ils avaient cru que c'était la poule aux œufs d'or pour le privé, mais ça paraît tellement aberrant que même eux, qui étaient des gens de droite tout à fait respectables, avaient du mal à le croire. Il conclut par « Le grand soir des péages n'est pas pour demain ». Au moins c'est clair. Ensuite, donc là, on peut penser ce qu'on veut, mais sur la gratuité des autoroutes, bon, moi je dis pas que je suis favorable, mais monsieur Crozet, il va pas avoir des considérations écologiques, hein, donc je vous rassure. Il dit « Militer pour la gratuité des autoroutes est de la pure démagogie ». Ok, on n'a pas le droit d'avoir des idées maintenant. Bon. En réalité, il ne faut pas aller vers la gratuité des autoroutes, mais il faut étendre la tarification au reste des routes. Et pour ça, je vous promets, ils ont énormément d'imagination, hein, les péages urbains, faire payer la collectivité au prorata du nombre de voitures qui passent dessus, ils appellent ça la taxe fantôme. Alors après, on la sent sur les impôts. Donc elle n'est pas si fantôme. Alors on peut se dire peut-être qu'il est contre la gratuité des autoroutes, mais peut-être que pour les transports collectifs, c'est pas le cas. Bon, la gratuité des transports collectifs est une chimère, c'est un leurre. Vous vous attendez pas à autre chose. Il dit qu'en plus, s'il y a la gratuité des transports, on ne pourra pas faire de tarification modulée selon les horaires sur les transports, parce qu'il veut faire payer plus quand c'est congestionné. Par exemple, voilà, si vous avez vraiment besoin d'utiliser le transport, il est plein, bah, vous allez payer davantage. Par exemple, en heure de pointe pour aller travailler. Bon, ils ont beaucoup d'imagination, hein, puis à chaque fois, il y a des tas d'exemples internationaux. Regardez, à Londres, ils le font, ça marche très bien, les gens sont très heureux. Alors le problème, c'est que ce monsieur Yves Crozet, hein, parce que vous attendez la suite quand même, c'est qu'il est aussi président de l'URF, Union routière de France. Alors, l'URF, c'est une association créée en 1935, observatoire et défenseur de la mobilité. Elle réunit tous les acteurs de la mobilité routière. C'est de plus en plus précis. Il y a autre part sur le site, c'est écrit que l'URF, c'est le porte-drapeau de la filière. Ça commence. Et alors là, la phrase, on dirait qu'ils se sont dit, il faut vraiment qu'on soit clair sur notre site. Que ce soit auprès des pouvoirs publics français ou à l'international, l'URF représente et défend les intérêts de la mobilité. Il y a une petite pudeur à la fin. Mais vous avez compris, quoi. Voilà, un des précédents présidents de l'URF, c'était le président de Colas. Colas, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'était combien 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans les travaux publics. Donc vous pouvez imaginer qu'une personne comme ça, en fait c'est un lobbyiste. Voilà. En plus là j'ai presque la définition que j'ai donnée de Wikipédia, vraiment. Donc le problème c'est qu'à chaque fois il vient en disant, on l'écoute en se disant c'est un chercheur, c'est intéressant. En plus il dit des choses c'est un peu piquant, mais bon en même temps ça fait réfléchir sur certaines choses quand on travaille dans le secteur. Mais en fait il travaille pour des intérêts privés, quoi. Et alors la solution à tout ça, pour éviter tout ça, on voit bien que maintenant qu'on sait qu'il est président de l'URF, on peut se dire, les lobbies, le problème c'est la transparence. Si on ne savait pas qu'il était président, c'était un problème, maintenant qu'on sait. Mais en fait non, parce que ça ne change rien. Ils ont beau mettre des listes de lobbyistes à Bruxelles, maintenant tout le monde sait que c'est perclus de l'intérieur, Bruxelles. Mais au fond, qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'ils peuvent arrêter ou pas? Et puis, est-ce qu'on peut vraiment arrêter des actions de lobbying alors que c'est de l'influence? C'est pas toujours évident. Donc, moi, ce que je pense, c'est que la réponse à ça, c'est le service public. Que le service public, l'intérêt, c'est l'intérêt général. Et un dernier exemple, par exemple, à Saint-Martin, c'est une île qui est au large de la Guadeloupe, qui était affiliée, il
Il y a encore peu, à la Guadeloupe, c'est plus le cas, mais bon, voilà, ça vous donne une idée d'où c'est. Il y a eu un ouragan qui s'appelle Irma, qui a soufflé dessus et qui a ravagé l'île. Et il y avait, ils ont envoyé, le gouvernement à l'époque a envoyé tout l'armada. Ah, j'ai oublié, juste Yves Crozet a été décoré de la Légion d'honneur par le ministre de l'écologie. J'ai oublié de vous le dire. Je crois que c'était Ségolène Royal à ce moment-là. Donc voilà, je finis quand même sur Irma. Et donc ça a ravagé l'île et ils ont envoyé plein de personnes pour secourir, des médecins, des ingénieurs, tout ça. Et imaginez qu'il n'y ait pas eu de service public. Alors là, ils ont envoyé des gens de mon service, du CEREMA, pour expertiser les routes, pour expertiser les ponts. C'est comme si vous demandiez à un plombier, vous avez un problème de robinet, il vous refait tout. Voilà. Si vous demandez à Bouygues, c'est ça qu'il va faire. Il va dire tous les ponts sont en mauvais état, il faut tout refaire. Alors que nous, on n'a pas d'intérêt à ça. Donc on a dit, les personnes qui sont allées, c'est pas moi, ils ont donné un avis, disons, indépendant ou au moins, disons, favorable à l'intérêt général. Donc la solution, c'est plus ça, à mon sens, c'est le service public contre les lobbies pour pouvoir lutter contre cette influence. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup à vous tous. Donc bon, je pense que là les exemples étaient assez parlants pour montrer comment est-ce que s'immiscent aussi par ce biais-là de réduction d'effectifs et de baisse d'expertise publique les lobbies. Bon, moi je voulais quand même vous parler très rapidement avant qu'on ait une discussion tous ensemble d'un outil extrêmement puissant dont sont se doter les lobbies pour pouvoir rentrer aussi dans l'État. Que sont les partenariats publics-privés. Alors les partenariats publics-privés, je ne sais pas si vous connaissez, ça existe depuis 2014, donc c'est une directive qui avait été faite à l'époque et qui permet donc, parce que il faut organiser l'austérité, donc partout on comprime la dépense publique, et donc il n'y a plus d'argent au niveau notamment des collectivités, mais pas que, pour construire les écoles, les prisons, les hôpitaux, enfin absolument tout. Et donc c'est un type de contrat où la puissance publique fait un contrat avec un partenaire privé. Et pendant tout un temps, donc ils sont engagés sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, la puissance publique verse une sorte de loyer aux partenaires privés pour qu'ils entretiennent ou construisent un bâtiment et s'en occupent pendant toute une durée. Bon, déjà, vous comprenez que c'est absolument antidémocratique puisque, par exemple, si vous changez de majorité à un moment, déjà on demande jamais à la population. C'est un maire, un conseiller, un président de région, le gouvernement qui décide de faire un partenariat public-privé, un des contrats, un bâtiment. Donc on demande jamais son avis à la population. Et si à un moment vous voulez revenir dessus, il y a des pénalités tellement fortes pour rompre un contrat tel que celui-ci, que vous vous retrouvez enchaîné pendant 30 ans, et que même si la population veut le changer, même s'ils ont voté différemment, vous n'allez jamais voter contre Vinci, Bouygues et Eiffage. Donc, déjà, il y a un côté antidémocratique qui est extrêmement fort. La deuxième chose, c'est que, là, on parlait de l'intérêt général, que eux, ça n'intéresse absolument pas. Et donc, on se retrouve toujours avec des projets qui ne sont absolument pas adaptés aux besoins. Donc, ils vont faire des stades qui font 3 fois la fréquentation normale des matchs habituellement. Ils vont faire... Alors, bon, il y a un exemple connu dont je vais vous parler juste après, qui est l'hôpital sud-francilien, où ça s'est tellement mal passé. C'était le premier hôpital qui était construit en partenariat public-privé. Ça s'est tellement mal passé qu'ils ont préféré payer la pénalité pour interrompre le contrat. Je vais vous raconter ça juste après. Mais du coup, on se retrouve toujours avec des choses qui sont plus coûteuses, qui ne sont pas adaptées aux besoins. Sur cette question des partenariats publics-privés, du coup, on se retrouve avec une perte de qualité justement pour les usagers qui deviennent des sortes de clients et donc une aberration démocratique et sociale. Et donc cet exemple de l'hôpital sud-francilien, donc ils construisent un hôpital en partenariat public-privé, sachant que ces contrats-là, ils sont chopés à 92% par 3 boîtes. Bouygues, Eiffage, Vinci. Bon, voilà, on retrouve toujours les mêmes. C'est-à-dire que les petits artisans, ils n'ont aucune chance dans ces contrats-là. Donc, c'est toujours des grandes multinationales qui arrivent à gagner ces contrats. Donc, Eiffage, pour le coup, c'était Eiffage, construit l'hôpital sud-francilien. Bon, ils avaient au départ, c'était un projet qui devait leur rapporter 800 millions d'euros, enfin 700 millions d'euros au départ. Au fur et à mesure des surcoûts, etc., à la fin, ça a coûté 800 millions d'euros, donc pour le côté de la puissance publique. Il y a eu 8000 malfaçons, donc ça vous donne une idée. 8 mois de retard dans la construction de l'hôpital. Alors sur un hôpital, c'est quand même assez important pour la population.
Et puis, le problème, c'est que vous êtes dans une situation où vous êtes piégé par votre partenaire privé. Je vous donne un exemple extrêmement bête. Vous voyez, vous êtes sur un brancard, vous êtes une infirmière, par exemple, qui pousse un brancard. Vous devez avoir des portes qui s'ouvrent automatiquement. C'est ce qui se passe dans beaucoup des hôpitaux et ça facilite quand même beaucoup la vie. Ou, autre exemple, une fenêtre, par exemple, se brise. Qu'est-ce qui se passe normalement? Vous faites appel à différents artisans ou petites boîtes du coin pour qu'ils viennent réparer la vitre. Sauf que là, vous ne pouvez pas puisque vous êtes lié à votre partenaire privé. Donc, vous devez passer par votre partenaire privé qui généralement va mettre 3 fois plus de temps, souvent vous faire payer au moins 2 fois le prix du marché, mais de toute façon vous n'avez rien à dire. Donc si pendant 1 mois, 2 mois votre porte n'est pas réparée, le carreau n'est pas réparé, vous ne pouvez rien dire. Et pour vous dire à quel point c'est ubuesque, on est arrivé dans la situation dans cet hôpital avant qu'ils décident de payer la pénalité pour pouvoir partir, on est arrivé dans la situation où ils avaient mis des équipes à temps complet pour harceler le partenaire privé pour qu'il respecte les choses qu'il avait dites. Et pire que ça, du coup, comme on manquait d'argent parce qu'il y avait des surcoûts, etc., ils ont mis en place une restriction extrêmement forte du personnel soignant pour pouvoir mieux payer le partenaire privé puisqu'il y avait des surcoûts qui s'accumulaient et des problèmes qui s'accumulaient dans l'hôpital qu'eux-mêmes avaient construit et sur lequel il y avait 8000 malfaçons, donc vous imaginez que tout casse au fur et à mesure. Donc vous comprenez comment aussi cette directive-là, elle a été construite pour gaver ces 3 partenaires, ces 3 entreprises privées. Et alors il y a quand même quelque chose qui est formidable là-dessus, c'est comment ça s'organise justement au niveau de l'État. Il y a quelque chose qui s'appelle la mission d'appui au partenariat public-privé. Alors elle a récemment changé de nom, tout comme maintenant on parle plus tellement de partenariat public-privé parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui ont commencé à comprendre que c'était problématique. Donc maintenant on parle de contrat de partenariat, enfin ils ont changé les noms, mais bon bref. Alors cette mission d'appui au partenariat public-privé qui est directement au niveau de l'État a pour le coup une mission qui déjà en soi comporte un conflit d'intérêts. Elle doit à la fois conseiller les collectivités et l'État sur les partenariats publics-privés, donc être du côté de ces collectivités qui veulent mettre en place des partenariats publics-privés, et elle doit aussi promouvoir ces mêmes partenariats publics-privés. Et alors là, c'est là qu'on commence à rigoler parce que pendant tout un temps, le président, et alors ça m'a fait rire parce que dans les dîners de François de Rugy, on a retrouvé ce nom qui est arrivé. Et donc, dans le président de la mission d'appui des partenariats publics-privés, vous aviez notamment Noël de Saint-Pulgent. Ça ne s'invente pas comme nom. Alors, Noël de Saint-Pulgent, c'est donc celui qui était à la tête de cette mission d'appui, qui devait promouvoir et aider à mettre en place les partenariats publics-privés. Et Noël de Saint-Pulgent, lorsqu'il n'a plus été président de la mission d'appui des partenariats publics-privés, est revenu à son corps d'origine, qui est la Cour des comptes, chargée de contrôler les partenariats publics-privés. Donc là, vous vous rendez compte un peu du... Et surtout, Noël de Saint-Pulgent, parce que c'est un personnage formidable, est président d'une association, parce que voilà, ça lui tient à cœur d'aider ses prochains, et donc est le président d'une association qui s'appelle l'Association d'entraide des familles nobles de France. Voilà, ça vous donne une certaine idée aussi, et ça, vraiment, pour le coup, nous, quand on arrive en pouvoir, cette directive, il faut absolument l'abroger. Parce que ça, c'est un outil et un levier extrêmement puissant pour les lobbies et les transnationales pour rentrer et se gaver et justement dessaisir l'État et la puissance publique de tout ce qu'elle pourrait faire sur des choses qui sont extrêmement importantes. Tous les services, pratiquement, sont concernés, je vous disais, de l'école à l'hôpital, à la prison, au nouveau siège du ministère de la Justice. Enfin voilà, tout ça a été construit en partenariat public-privé. Donc ce qu'on voulait vous montrer avec différents exemples, c'est que les lobbies, c'est pas seulement à l'extérieur, c'est pas seulement lorsqu'on privatise, lorsqu'on abandonne des industries, ça se montre aussi dans la manière dont ils détruisent méthodiquement nos capacités d'agir pour l'intérêt général. Et donc, plus que jamais, il nous faut du service public, il nous faut une planification écologique, il nous faut des règles dans la Constitution qui nous permettent de nous protéger de ces lobbies, et notamment la règle verte en est là aussi un outil extrêmement puissant. Et comme le disait Pierre-Yves tout à l'heure, il faut absolument reprendre le pouvoir et reprendre le contrôle sur ces pourris qui sont en train de détruire toute possibilité de survie collective. Et puis maintenant, à vous avec la discussion. Merci. Tu peux passer le micro. Merci. Ouais.
Bonjour, merci pour toutes vos interventions. Juste quelques mots pour dire aussi que et qu'il faut pointer, c'est tout l'exercice de la sous-traitance aussi parce qu'on cite beaucoup les grands groupes, ils emportent les marchés, comment dirais-je, ils se répartissent le gâteau, hein, souvent les uns ils s'entendent pour avoir différents morceaux du gâteau. Hein. Alors oui, je parle, mon point d'ancrage, c'est le chemin de fer. Hein. J'ai travaillé, je suis retraité du chemin de fer, mais j'ai travaillé au chemin de fer, donc toute ma période d'activité. Donc mon point d'ancrage, c'est cela. Donc une réflexion, oui, sur ces grands groupes qui emportent le morceau, y compris au chemin de fer, en se partageant le gâteau. Et je voulais noter aussi on dit les petits n'ont pas leur part, disons qu'ils ont les miettes, quand les grands groupes se sont partagés le truc, ils sous-traitent par vagues successives, et il y a toute une descente, peut-être une descente aux enfers aussi pour tous ces gens qui interviennent, à qui on fait pression pour qu'ils travaillent au moindre coût, dans des conditions difficiles. Et souvent, le contrat qu'on leur a fixé au départ, ils le renégocient après pour leur imposer de plus dures conditions de paiement. Et parfois, ils les mettent d'ailleurs en faillite. Premier point. Le second point, je voulais parler un petit peu du chemin de fer, quand ils se sont mis, au fil des années, à lui imposer les conditions du privé. Et je pense qu'ils ont fait ça un peu dans toutes les administrations, c'est-à-dire d'affaiblir la structuration interne, comment dirais-je, les différents services, en coupant les différents services de leurs liens, et en faisant rentrer, je résume, hein, en faisant rentrer le privé de plus en plus dans l'organisation, je parle chemin de fer là, hein, dans l'organisation et dans la production. En imposant d'ailleurs aux services publics de former les entreprises et qui allaient prendre leurs fonctions. Hein. On impose ça, on impose ça. Et dans un secteur, alors il y a un secteur, c'est vraiment quand même, c'est indigne, quoi, c'est révoltant, quoi. C'est dans le secteur du contrôle financier, hein, parce que donc quand il y avait des marchés de plus en plus attribués au privé, puisque le public n'avait plus, on lui donnait plus les moyens de fonctionner, ou on lui imposait en disant si vous voulez avoir des subventions, vous devez faire la place au privé. Donc dans le secteur, je disais paradoxal, qui est celui du contrôle financier des entreprises et des marchés, donc il y avait des services à la SNCF qui contrôlaient ces marchés, qui rapportaient plusieurs millions d'euros tous les ans, puisque les entreprises n'arrêtaient pas de tricher sur la qualité, sur la quantité, sur le personnel. Donc il fallait vraiment contrôler. Eh bien on a affaibli ces secteurs, on les a au nom de la rentabilité, on les a regroupés, on a mis un bout d'un côté, on a mis un bout de l'autre, et dans la dernière période, on impose aux cheminots, au personnel, de former des gens qui vont contrôler à leur place les comptes et l'action du privé en termes comptables, quoi. Donc c'est évidemment ça tient de la corruption, enfin active ou passive. Voilà. Bon, merci. Alors il y a là. Merci. Donc Nathalie, je parle de Lyon. Je suis maire du 1er arrondissement
à Lyon, berceau du macronisme, et dans l'opposition, donc évidemment, à la municipalité en place de Gérard Collomb. Je voulais remercier les 4 intervenants pour leur intervention précise et argumentée, et puis m'associer aux propos de Pierre-Yves pour remercier Mathilde pour le travail à l'Assemblée et réaffirmer ce besoin d'articulation entre le local, le national, et qu'on a besoin en effet d'élus, de députés qui portent haut la parole à l'Assemblée. Donc merci Mathilde. J'ai retrouvé dans ce qui a été dit des choses que je vis sur Lyon. Lyon, que ce soit la ville ou la métropole, qui est vraiment un espace, un terrain de jeu. Moi je dis c'est un terrain de jeu pour les lobbies, pour les promoteurs que sont ceux que tu as cités, Eiffage, Vinci et compagnie, et Bouygues. On le voit. Il y a une marchandisation et une privatisation de la ville qui se fait et qui se fait au détriment de la puissance publique, de l'expertise publique et puis évidemment des Lyonnais et des Lyonnaises. La ville ne nous appartient plus. Je voulais revenir sur un point. Nous avons proposé sur Lyon, et on a lancé dans le cadre de la future campagne municipale, l'idée de la gratuité des transports en commun. L'idée a été reprise, les médias s'en sont emparés, et le débat, on a placé le débat sur la scène politique et sur la scène publique. Du coup, en contre-feu, une vice-présidente à la métropole de Lyon, qui est aussi adjointe à la ville de Lyon et qui est aussi présidente du Citral, qui est l'autorité de transport, a commandé une étude. Parce qu'on n'a plus d'expertise publique, hein, on ne sait pas s'il faut faire la gratuité de transport en commun ou pas. Et donc, elle a commandé une étude à un groupe avec des experts. Et ben, on retrouve dans ces experts Yves Crozet. Voilà. Et donc j'ai regardé, j'ai vérifié, parce que quand vous avez dit ça, j'ai dit tiens, est-ce qu'il en fait partie? Je vous ferai passer, si vous voulez bien, l'étude. Ça m'intéresserait d'avoir votre regard. Et évidemment, l'étude qui a été menée en 4 mois conclut sur la nullité de cette proposition de la gratuité des transports en commun, qui est non seulement démagogique, mais qui en plus serait contraire aux objectifs du PDU. Parce que elle ne réduirait pas la place de la voiture, mais les futurs usagers qu'on gagnerait dans les transports en commun par la gratuité, on les prendrait sur les cyclistes et les piétons. Voilà. Donc on nous explique que ça serait nuisible au mode doux et qu'en fait ça servirait à rien, que c'est démagogique, etc. Donc moi localement, du coup ça m'a intéressé de savoir d'où parlait Yves Crozet, etc. Et c'est vrai que localement, nous on a besoin d'éléments d'expertise comme ça qui nous permettent de détricoter ces études qui sont faites sur commande politique. Voilà. Vous allez nous dire que c'est de la démagogie. Vous allez nous prouver que la gratuité des transports en commun, c'est une mauvaise idée, qu'il faut la démonter. Donc ces commandes des experts sont au service d'une commande politique. Voilà. Et nous, localement, c'est vrai qu'on a alors on a dans des ressources locales des personnes avec qui on peut travailler. Mais moi, je suis preneuse d'éléments comme ça qui vont nous permettre de détricoter ces fausses études qui sont en fait au service d'une politique. Voilà. Merci à vous. Ici et en haut là, le monsieur, et puis après la dame qui était au... Ok, le monsieur là. Ah oui, il ne faut pas que je dise ce côté-là. Après on va... Pour nous c'est à gauche. Pour vous. Oui, bonjour à tous, merci pour vos interventions. Je vais essayer d'être bref. Vous avez parlé d'une part des suppressions d'effectifs, d'autre part du travail des lobbies, et enfin Mathilde a conclu avec les partenariats publics-privés. Il me semble qu'il y a quand même encore un grand absent dans toute cette liste, et c'est un piège pour les futurs conseillers municipaux qu'il va y avoir, j'espère les plus nombreux possibles au sein de la FI, c'est les villes qui ont contracté des emprunts à taux structurés, dits emprunts toxiques. Et je trouve qu'il n'y a pas assez d'informations là-dessus. Moi, je m'y suis intéressé parce que j'ai fait partie d'un CAC à Dijon. On s'est intéressé aux emprunts à taux structurés de Dijon. On n'a jamais pu aboutir justement à une information claire et transparente. Mais c'est un moyen
pour les banques de détourner de l'argent public qui est extrêmement pernicieux. Alors, je vais pas détailler tout ce qu'on a fait il me faudrait des heures pour en parler. Donc, je vais m'arrêter là, mais je souhaiterais que ce sujet vienne en débat au sein de l'AFI. Alors, il y a pas mal de prises de parole là-bas. Oui, il y a une dame qui voulait parler ici, non? Non? Mais non, Linda, c'est Didier te fait une blague. Ah! Qui est-ce qui voulait parler ici? Relevez la main jusqu'à qu'elle vous voit. Ah, très bien. Bonjour, mais il y a tellement de choses à dire. Déjà, au niveau de la campagne européenne, j'avoue que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas eu justement assez l'accent avec le matériel de FI, sur justement le combat contre les lobbies qui mènent tout, qui mènent la danse au niveau de l'Europe. Donc ça a été quand même un regret pour moi en ce qui concerne surtout les lobbyistes au niveau de la santé. Ce qu'ils ont pu imposer et ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que en fait les lobbyistes dans la santé ont organisé la pénurie de médecins en imposant dans les différents pays des numerus clausus absolument drastiques qui pendant 40 ans aboutissent aujourd'hui à une désorganisation et au fait que la population ne pourra plus être soignée, effectivement, n'aura plus accès à un médecin parce que ils n'ont pas été formés. Ça a été masqué pendant des années avec le concours des médecins qui sont venus de l'étranger, qui ont donné, une présence et qui ont exercé. Mais on a vidé, y compris la Roumanie, de tous les médecins pour compenser. Et donc d'ailleurs à ce niveau, c'est dommage que dans la France insoumise on soit pas assez, on ne se penche pas assez sur cette question, alors que c'est vraiment une préoccupation qu'on entend aux informations tous les jours. Comment faire pour avoir un médecin? Enfin bon, et d'ailleurs les prochains candidats ou candidates aux municipales ça va faire partie de leur programme. Bon, alors sinon il y avait aussi les PPI. Alors justement, par rapport au PPI, moi merci Mathilde d'avoir parlé du fameux de l'exemple de l'hôpital. Au niveau je vais vous parler vite fait du Mans. En 83, il y a eu la construction d'un bâtiment au Mans, un Fontenoy, que vous connaissez peut-être dans d'autres villes, puisqu'il y a 13 Fontenoy en France. Ce Fontenoy a été construit avec 15% du budget de l'hôpital. À l'époque, il y avait du budget de l'État, budget de la région, budget, de la Sécu, etc. 15%. Au fur et à mesure qu'il y a eu des nouvelles constructions des bâtiments dans l'hôpital du Mans, les nouveaux bâtiments, à chaque fois, le pourcentage du budget propre de l'hôpital a dû être plus élevé. C'est-à-dire, ça n'a plus été 15, ça a été 20, 25, 40, et le dernier bâtiment, ça a été 100%. Un des derniers bâtiments, un bâtiment de médecine, 100% budget de l'hôpital. Et maintenant, c'est passé, la pédiatrie a été faite par un budget justement de PPI. Et ils ont fait 2 autres bâtiments, là, pour une chire ambulatoire. Donc, la prochaine étape, c'est la faillite de l'hôpital, de toute façon. Voilà. Mais je veux dire, les PPI, c'est parce qu'il y a eu une décision de ne pas que ce soit les hôpitaux qui soient obligés de par leur argent propre, de construire les nouveaux bâtiments, alors que normalement, ça devrait être des bâtiments payés par l'argent public. Et c'est ça comme ça qu'ils étranglent aussi le fait qu'on soit obligé, qu'ils ont recours à des partenariats publics-privés, parce que l'État veut absolument pas délier la bourse. Enfin, voilà, il y a des interdictions. Et ça, c'est fort regrettable. On peut se dire aussi qu'avec le fait qu'il n'y ait plus de taxes d'habitation, les prochains candidats, justement, avec les municipalités vont être en déficit. Alors, j'ai entendu l'autre fois que le département, en fait, dans la taxe foncière, c'est récupéré par les départements vont être obligés de donner une partie de la taxe foncière aux municipalités et que les départements obtiendront du financement, vous savez comment? Ils comptent sur une augmentation de la TVA.
Alors, je sais pas si... Moi, j'ai entendu ça une fois. Alors, je sais pas si quelqu'un a des éléments là-dessus. Ça veut dire qu'en fait, le fait de nous avoir soulagés, sous prétexte de la bonne idée de Macron, nous soulager de la taxe d'habitation, en fait, ça va être transformé en augmentation de la TVA. Alors, c'est encore les classes populaires qui vont payer plus cher. Merci. On va juste prendre une dernière intervention. Je suis désolée, mais il est déjà 11h. Donc, si on veut juste avoir un petit mot de conclusion. C'est très court. C'est très court. Sur les PPP, non pas PPP, sur les PPP, partenariats public-privé, je voudrais donner une information qui est assez peu connue. Qui sur deux scandales actuels et récents. Le premier, c'est sur la gare du Nord de Paris, qui passe en PPP avec Auchan de manière complètement scandaleuse. Et le deuxième, c'est le chantier de future piscine olympique pour les Jeux Olympiques de 2024 à Saint-Denis, qui est un PPP où on a donné carte blanche, un chèque en blanc au privé, un consortium qui sera sans doute probablement Vinci Bouygues, c'est pas encore décidé, où c'est eux qui font tout de A à Z, la conception, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils veulent. On leur donne, voilà, c'est le PPP, ils font la conception, donc ça va être comme l'hôpital sud-francilien. Forcément, ça correspondra pas aux besoins. Merci beaucoup. Peut-être un petit mot, vous voulez dire un petit mot Juste Mathilde, si je me permettais de t'envoyer un dossier là-dessus, à ceux qui veulent, notamment sur la piscine olympique, si ça t'intéresse. Ça roule. Ouais, avec plaisir. Merci. Chacun le tient. Juste deux petits mots pour compléter par rapport aux sujets qui ont été évoqués. Sur les PPP, c'est un sujet qui existe et qui se développe dans le monde de l'assainissement, puisque corrélativement au retrait, par exemple, des agences de l'eau et de leur financement, il faut trouver de l'argent. S'il y a moins d'argent public, il faut aller chercher de l'argent. Et une des façons de trouver de l'argent, c'est d'encourager les partenariats publics-privés. Ça fait partie des choses qu'on a découvert avec des crédits de la Banque des Territoires. Mais voilà, donc il y a un transfert public-privé qui est en train de se faire et on est rarement dans l'intérêt des collectivités si on fait un bilan global. Deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, et on est loin des politiques de l'environnement, mais c'est fait partie des impacts, c'est la loi de transformation, dite de transformation, la loi de destruction de la fonction publique. Je voudrais juste attirer votre attention sur une chose, c'est que s'il y a un statut de la fonction publique qui a été mis en œuvre à l'époque, c'était bien pour que l'État se dote de personnel qui soit à l'abri de toute pression. Parce que en ayant des carrières de personnel qui sont indépendantes des résultats et des choses comme ça, c'est pas juste chercher allez, je vais utiliser le mot, à avoir des bandes de branleurs qui sont au bord des routes et qui font rien. C'est juste que ces gens-là, ils sont garants de l'intérêt général dans leur application. Et que donc, c'était important de les protéger. Et si vous refaites l'histoire, vous voyez bien qu'à un moment donné, c'était une nécessité. Il était important de protéger ces agents publics de toute pression, notamment à travers leur rémunération et leur carrière, de façon à ce qu'ils soient vraiment le garant dans l'application des textes de l'intérêt général. Et en mettant ça à plat, en recréant de la précarité, en mettant de l'intérêt sur les régimes indemnitaires, de l'individualisation, vous cassez cet aspect de garantie. Et il y a 3 fonctions publiques. On voit bien que déjà, il y avait une différence entre les 3 fonctions publiques et que, par exemple, les gens de la territoriale étaient beaucoup plus sensibles à la pression de leurs patrons, des politiques, que ne l'étaient ceux de l'État. Aujourd'hui, c'est cet ensemble qui est remis en cause. Si vous faites le parallèle avec la préfectoralisation et les services communs qui sont en train d'être créés, c'est beaucoup d'agents dans les services départementaux qui risquent de perdre de leur indépendance, et ça, c'est aussi important et ça aura des impacts en termes de déclinaison des politiques publiques, je voulais aussi en parler. Et puis en termes de lobby, il y a aussi toute cette consanguinité des grands corps, je vais dire comme ça aussi, la haute fonction publique, parce qu'ils sont tous formés à la même école, que de plus en plus les politiques libérales encouragent le pantouflage et les allers-retours publics-privés, et que pour le coup, ça met beaucoup de confusion sur l'indépendance. Bon, je voulais parler aussi du statut, donc il l'a très bien dit. Juste sur la gratuité, alors en plus Lyon, je crois que c'est la ville où les recettes comptent le plus dans le budget en pourcentage. Donc ça fait que c'est pas forcément la ville où c'est le plus évident à faire. Mais là où ce qui est bien avec Lyon, et moi je tiens à apporter votre attention là-dessus, c'est notamment pour les municipales, c'est que la gratuité toute seule, la gratuité c'est pas l'alpha et l'oméga d'une politique de transport.
Alors Lyon, il y a un beau réseau quand même. Hein. Voilà, on peut au moins donner ça à Colombes. Mais il y a un beau réseau, donc les gens peuvent s'en servir. Mais si le réseau est complètement déficient, si les bus s'arrêtent à 20h, vous pouvez le faire gratuit, les gens ne prendront pas à 21h. Voilà, c'est basique, hein. Mais il faut que les gens quand même puissent se servir d'un réseau performant. Et alors à Lyon, et c'est pareil, c'est peut-être pas le bon exemple non plus, mais il y a un secteur qui peut, pour reparler des chemins de fer, qui peut être intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de lignes notamment dans les grandes villes, par exemple à Rouen ou à Tours, ou voilà, dans beaucoup de villes, au Mans, où il y a des lignes de train qui passent, mais qui sont pas pensées pour être des lignes un peu urbaines. C'est-à-dire pour faire 10 km. Vous savez, souvent dans les villes, pour faire 2 km, il y a un bus, il y a un tram. Pour en faire 30, il y a un TER. Et pour en faire 10, il n'y a rien. Et donc, je pense, ça, je vous invite à regarder les cartes sur SNCF Réseau. Il y a des cartes du réseau. Et de regarder si il n'y a pas des gares sur votre agglomération et pas penser petite gare. Moi, je prends l'exemple à Sotteville. On a une petite gare où il y a 30 000 habitants. C'est pas censé être une petite gare. Il n'y a même pas de guichet pour acheter un ticket. Mais quand on pense à ça, ça veut dire que si c'est urbain, il faut une convention pour que quand on prend un ticket de tram, on peut aussi utiliser le train pour faire quelques kilomètres pour rester dans la zone urbaine et que les horaires, ça doit être adapté aussi à un usage comme ça. C'est pas juste pour aller voir belle maman, c'est aussi pour sortir et revenir à 11h le soir. Voilà. Mais en tout cas, je pense ça, si on allie les deux, dans beaucoup de villes, ça peut être intéressant de dire on fait de la gratuité. À Dunkerque, ils ont fait de la gratuité, mais ils ont aussi dit on redéveloppe le réseau. Ce qui fait qu'après, ils ont des résultats splendides, mais en même temps, le réseau est plus du tout le même. Alors forcément, ça favorise. Merci beaucoup. Thierry, peut-être pour un... Oui, juste un mot pour rebondir sur le pantouflage. Tu disais, le plus grand pantoufleur qu'il y a aujourd'hui, c'est Emmanuel Macron. On a quand même le président qui a travaillé chez Rothschild et qui justement intègre aujourd'hui au cœur même de l'État les intérêts des banquiers. Et je crois que la distinction entre l'État et le privé, elle est de plus en plus floue et au fond, c'est au cœur de la machine même qu'est le problème. Et c'est pour ça que notre projet écologique est indissociablement lié à l'idée de la Constituante et de la 6ème République, parce qu'il faut reprendre le contrôle partout sur les instruments du pouvoir populaire et du pouvoir citoyen. Donc, continuons à nous y employer. Un grand merci à vous toutes et tous. C'est intéressant ce que tu disais, Nathalie. Et d'ailleurs, Nathalie a quand même fait un retour merveilleux à Colombes dans sa ville où elle l'a bien défoncé quand même. Ça faisait vraiment plaisir. Je vous invite à regarder cette vidéo si vous l'avez jamais vue de cette intervention. À écouter sans modération, exactement. Et c'est intéressant parce que les études là dont on est en train de parler, alors la gratuité des transports en commun avec un développement du réseau, et ça tu as raison, c'est des choses qui existent dans des villes, donc on sait que ça peut fonctionner. Mais le problème, c'est que de plus en plus, pour mettre en place des choses, y compris novatrices, on va avoir des problèmes d'expertise publique sur cette question. Et c'est ça qu'on a essayé de montrer. Et moi, je me rappelle toujours de Yannick Rousselet de Greenpeace qui me disait, j'ai été voir le ministère de la Transition écologique à l'époque où c'était Nicolas Hulot, et c'est délirant. Le cabinet reprend mot pour mot des choses fausses que disent les lobbies, notamment sur les déchets. Et c'est moi qui suis obligée de leur dire, mais en fait, vos informations, elles sont complètement fausses. Et donc, c'est ça qui va se passer aussi, parce que quand il y aura une volonté politique de notre part, quand nous, on sera au pouvoir, et ça va arriver très bientôt, quand nous, on sera au pouvoir, il va falloir aussi qu'on gère avec ça le fait que les experts publics, maintenant, sont dans le privé, où ils sont... en tout cas beaucoup mieux payé que de ce qui se passe dans le public, et donc qu'il va falloir remettre en place un réseau d'expertise publique au service de l'intérêt général et effectivement dégager toutes celles et tous ceux qui ne servent que leur petit intérêt privé d'accapareur public et d'accumulation. Donc c'est contre ces forces de l'argent qu'on va devoir se battre. Donc c'est un gros travail qu'il y a devant nous, et c'est pour ça que nous devons mettre en place la planification écologique, la constituante et la règle verte, et on va s'y atteler avec enthousiasme et détermination. Merci à vous.